ULB Podcast. Les podcasts de l'Université libre de Bruxelles. Femme engagée, regard policier. Une enquête historique de Juliette Masquelier dans les archives de la police des étrangers. Les étrangers peuvent avoir les opinions qui leur conviennent, favorables aux communistes ou aux bolchevistes. Mais le jour où ils font publiquement une propagande subversive, alors cela regarde le gouvernement, et il a le droit d'intervenir. 6 parcours de femmes migrantes, expulsées de Belgique pour raisons politiques entre les 2 guerres mondiales. Dernier épisode. Maria Vrabic. Son mari ne peut être tenu pour responsable. La parole est à monsieur le député Jacques Motte. Si toutes les organisations révolutionnaires d'ouvriers immigrés sont interdites en Belgique, si le simple fait d'avoir chez soi un journal antifasciste de langue italienne, polonaise ou yougoslave détermine l'expulsion, on constate que les organisations fascistes étrangères agissent librement, avec le soutien et la protection des autorités belges. Parmi les organisations yougoslaves, la principale organisation fasciste est une association croate, qui a son siège principal à Serein. Cette organisation commet des attentats contre les ouvriers yougoslaves antifascistes. Ceux-ci sont attaqués, battus et parfois même frappés à coups de poignard. À plusieurs reprises, à Serein même, en pleine rue, ces fascistes organisent des démonstrations au cours desquelles ils lancent le mot d'ordre « Mort aux rouges ». Nous sommes en 1934. Le député communiste Joseph-Jacques Motte s'adresse au Parlement pour dénoncer une fois de plus l'acharnement des autorités sur les communistes étrangers. Il pointe aussi la complaisance des autorités vis-à-vis des militants fascistes. Néanmoins, des événements de géopolitique vont quand même pousser les autorités à s'intéresser un peu à ces militants fascistes. En 1933, Hitler accède au pouvoir en Allemagne. Donc l'attention des autorités va être attirée sur de potentiels agents hitlériens qui pourraient vouloir déstabiliser le pays, et en particulier dans les cantons de l'Est, qui sont germanophones et où ça constitue un véritable enjeu de souveraineté nationale. C'est pas parce qu'ils sont fascistes qu'ils sont poursuivis, c'est parce qu'ils risquent d'être anti-belges. Et ensuite, en octobre 1934, le roi Alexandre de Yougoslavie est assassiné à l'appel des Oustachis. Les Oustachis sont un mouvement séparatiste croate, fasciste, nationaliste, anti-yougoslave. Et directement après, la Sûreté de l'État et la police des étrangers vont mener des opérations contre les organisations de Croates Oustachis, particulièrement présentes dans le bassin minier de Liège et celui du Limbourg. Dans ma cohorte, ces militants fascistes, quelle que soit leur obédience, ils sont présents, mais c'est vraiment très marginal. Sur la 50aine d'expulsés Oustachis d'octobre 1934, j'ai relevé 2 femmes, dont Maria Vrabic. Maria Vrabic est une Yougoslave, elle est mariée, elle a 2 enfants. Elle est arrivée en Belgique en 1926. Elle est installée comme cantinière dans les charbonnages du Limbourg. Bij zijn verslag van 24 oktober 1934, le commissaire de police d'Eisden nous informe de ce qui suit. Le nommé Ivo Nenadic, depuis son arrivée à Eisden, soit depuis le 20 octobre 1933, fait en sorte de recevoir de l'argent de Serein ou de Liège pour faire de la propagande dans le Limbourg au profit des associations croates. Ces derniers temps, il a entrepris plusieurs voyages en Wallonie et dans le Limbourg. Ces voyages avaient pour but de rencontrer d'autres Croates séditieux. Les groupes de rencontres ont lieu à Lanaken, entre autres dans la cantine gérée par Marian Janjes, à Rockeheim par Frans Orskovic et à Eisden dans une auberge tenue par Maria Vrabic. Direction générale de la Sûreté publique.
transmis au cabinet de Monsieur le ministre. Maria Vrabić fait l'objet d'un arrêté royal d'expulsion pour la raison suivante. Elle a permis au révolutionnaire yougoslave Nenadić d'inciter les Yougoslaves séjournant chez elle à la révolte. Et les séparatistes croates ont manifesté leur satisfaction, dont son débit de boisson, à propos du meurtre du roi Alexandre. La gendarmerie ajoute même que la cantine exploitée par Vrabić laisse à désirer sur le plan moral. Quant à son mari, il réside à Genk où il exploite lui-même un débit de boisson et ne peut donc être tenu responsable des faits qui se sont déroulés dans la maison de sa femme. Ici, on a de nouveau une petite pépite pour qui cherche le politique à l'intérieur des dossiers administratifs. C'est de nouveau un rapport purement politique qui va s'intéresser non pas à une seule personne et à ses activités, mais à l'ensemble du réseau. Ce rapport, il nous permet de voir quels sont les éléments qui sont signifiants pour les agents dans la construction de ce réseau. Les financements, les déplacements, les personnes très mobiles qui rencontrent beaucoup de gens sont suspectes. La répartition du travail militant avec les propagandistes, des meneurs, des soutiens. Parmi ces soutiens, les cantiniers sont considérés comme des acteurs centraux puisqu'ils fournissent la logistique, les moyens de diffuser la propagande. Et ce qui est intéressant dans le dossier de Maria Vrabić, c'est qu'on voit tout le travail d'enquête pour statuer qui, d'elle ou de son mari, porte la responsabilité de cette activité politique, dès lors qu'ils vivent séparément, que lui ne travaille pas dans la cantine qui est incriminée, les agents vont finalement innocenter le mari. On n'a pas énormément d'éléments pour nous statuer sur la conviction de Maria Vrabić par rapport au mouvement de l'Oustascha, mais les recherches montrent qu'un certain nombre de femmes ont adhéré à cette idéologie fasciste et nationaliste. Robert Petitjean, avocat près de la Cour d'appel, Bruxelles, le 21 janvier 1935. Mon cher ministre, suite à l'entretien que j'ai eu le plaisir d'avoir avec vous vendredi dernier, j'ai l'avantage de vous adresser sous ce pli l'engagement pris par l'intéressé de renoncer à toute exploitation de cantine et de retourner au domicile conjugal comme ménagère à Waterskei, à Genk. J'espère que, dans ces conditions, il vous sera possible de prendre la mesure de clémence sollicitée. Veuillez agréer, mon cher ministre, l'expression de mes sentiments dévoués. Pour une ouvrière, Maria Vrabić a de la ressource en faisant appel à cet avocat. Ça a l'air d'être un avocat qui s'entretient et négocie directement avec le cabinet du ministre. C'est assez similaire de la démarche que pourraient faire et que font souvent des parlementaires pour obtenir le retrait d'une mesure d'expulsion. C'est une procédure courante. Ça ne veut pas dire que ça réussit à chaque fois, que des personnes qui font partie des mêmes milieux socio-économiques et de pouvoir discutent entre elles pour échanger des faveurs et des services et apporter leurs garanties quant à la bonne conduite d'une personne. Ce qui est particulièrement intéressant ici, à mon sens, c'est l'objet de la transaction, à savoir qu'elle ne s'engage pas uniquement à s'abstenir de toute activité politique, elle s'engage à abandonner toute activité économique, à retourner dans le ménage de son mari. Et donc cette négociation, elle montre que les arrêtés d'expulsion sont aussi utilisés comme des moyens de pression pour faire cesser des activités politiques qui sont jugées subversives, mais aussi pour rétablir la norme de genre, une femme replacée sous l'autorité régulatrice de son mari pour pouvoir rester sur le territoire. L'avocat engagé par Maria Vrabić parvient à faire suspendre indéfiniment la mesure d'expulsion. Mais dans la suite du dossier, on apprend qu'après la Seconde Guerre mondiale, Maria Vrabić sera internée comme un civique à Merksplas avec les personnes soupçonnées de collaboration. Les raisons de l'internement de Maria Vrabić sont les activités politiques supposées de son mari, qui est suspecté d'avoir rejoint l'armée allemande. Il a acquis la nationalité allemande, et dans ce cas-ci, la culpabilité du mari induit presque mécaniquement l'internement de son épouse, à propos de laquelle on trouve
aucune accusation, si ce n'est d'avoir profité de tous les avantages qui étaient fournis aux sujets allemands pendant cette période de conflit. Les deux époux vont finalement être relâchés en 1946 et autorisés à séjourner sur le territoire. Femme engagée, regard policier. Une enquête historique de Juliette Masquelier. Réalisation Juliette Masquelier. Accompagnement à la réalisation et montage chez Dia Leroy. Musique Nicolas de Fretteur. Mixage Cyril Mossé. Visuel Élise de Bouny. Avec les voix de Maya Chauvier, Thierry Hélin, Grégory Blémont, Jean-Benoît Hugeux, Philippe Strube, Irénée Seghetti, Davide Casinari, Serge Van Diepenbeek. Merci à Nicolas pour les sifflements, aux archivistes des Archives générales du Royaume, en particulier Philippe Strube et Aline Thomas. Merci à l'équipe du CIERL. Une production Le Bruit et la Fureur en partenariat avec le projet Brain Women Exile, une collaboration des archives de l'État en Belgique, de l'Université libre de Bruxelles et de l'Université d'Anvers, avec le soutien de Belspo.